donc, voilà la première question. Je vais juste vous demander de me présenter donc le Grey-Cells. Qui est le Grey-Cells? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité de présenter Grey-Cells, qui est l'association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le développement. Les mots pour le développement sont importants parce qu'il y a déjà une association d'ex-fonctionnaires qui est beaucoup plus générale, mais qui s'occupe des questions propres aux questions de pension, etc. Nous sommes des anciens fonctionnaires internationaux, donc à la retraite, du système des Nations Unies, donc toutes les agences confondues, y compris l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La majorité d'entre nous sommes résidents à Genève ou disons dans le bassin lémanique d'une façon plus ample, mais nous avons également des collègues qui ont donc pris la retraite et qui sont partis à l'étranger un peu partout dans le monde. Cette association est née il y a exactement 11 ans et elle a un but très simple, c'est de faire profiter aux autres notre expérience internationale, puisque nous sommes parfaitement conscients d'avoir eu une vie professionnelle surtout privilégiée dans la mesure où nous avons été dans des postes partout dans le monde, donc qui nous permettent d'avoir une connaissance du terrain, des cultures, des problèmes vraiment du monde entier. Et je crois que c'est un privilège dont nous sommes parfaitement conscients et qu'il faut partager. Et puis surtout, dans ce partage, il y a également la diffusion des valeurs des Nations Unies qui nous caractérisent tous. Nous avons tous eu des parcours professionnels très différents, parfois très difficiles, mais ce qui nous reste en définitive en commun, c'est bien ça, c'est la conviction que le multilatéralisme est une solution, justement parce que nous l'avons vécu de l'intérieur. Donc nous sommes en mesure d'en parler en connaissance de cause, si je peux dire, avec tous les bons et mauvais côtés que cela a, mais nous le défendons comme une conviction très profonde. L'association en tant que telle, elle a en particulier deux objectifs dans ce cadre général que j'ai évoqué. Le premier objectif, c'est la diffusion de ce que nous avons appris aux jeunes, donc la génération qui vient après la nôtre. Nous ne voulons pas que notre retraite soit passive, mais qu'elle soit active dans ce sens-là. Et donc, ce sont les jeunes qui nous intéressent tout particulièrement, et surtout le dialogue avec les jeunes, c'est-à-dire non pas seulement nous de leur parler, mais de les écouter et d'échanger nos expériences, nos points de vue, nos connaissances sur tous les domaines qui concernent l'agenda international. Donc, c'est le dialogue intergénérationnel qui est le premier objectif. Et puis, il y a un deuxième objectif qui se croise avec celui-là et qui va de pair, qui est d'établir des ponts de communication et d'échange entre nous, les expats dans le jargon international, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à ce monde presque apatride, je dirais, où toutes les nationalités sont confondues, et la communauté genevoise, qui, comme vous le savez peut-être, n'a pas beaucoup de ponts avec cette autre communauté internationale. Elles se connaissent très mal, elles n'échangent pas assez, ce qui est un peu paradoxal parce que Genève, en définitive, est une très petite ville, donc ça devrait être facile, et bien ça ne l'est pas. Alors, donc, il y a ces deux objectifs, l'intergénérationnel, qui est absolument fondamental, et l'échange entre nous, communauté d'internationaux, avec la communauté genevoise locale. Quand je dis genevoise, évidemment, j'entends pas seulement les Genevois, mais tous ceux qui, d'une façon générale, ne font pas partie de notre population de fonctionnaires internationaux. Alors voilà, en deux mots, plus ou moins, c'est autour de ces deux axes que se font nos activités. Des activités avec plusieurs modalités, un peu suivant la demande et suivant les besoins. Nous sommes très flexibles, nous n'avons pas un programme structuré, rigide. Nous avons cependant quelques activités qui sont en quelque sorte régulières, si je peux dire, ou récurrentes. Sur l'intergénérationnel, il est évident que notre premier public, ce sont les étudiants. Oui. C'est presque naturel, et surtout les étudiants dans les domaines relations internationales, organisations internationales, droit international et questions connexes. Donc, les jeunes qui regardent le monde de l'international comme un débouché professionnel ou un débouché de connaissances, tout simplement parce qu'ils sont conscients que, quelle que soit leur activité professionnelle future, s'ils viennent d'une de ces disciplines, ils ne peuvent pas ignorer ce qui se passe
dans la machinerie, si je peux dire, internationale qui est très complexe. Absolument. Donc ça, c'est notre premier public et ça prend la forme de pas seulement des conférences ou disons des événements en parallèle avec les programmes académiques normaux, si je peux dire. En général, ce sont toujours des professeurs qui nous convoquent pour compléter l'enseignement académique normal, surtout parce qu'ils savent que nous pouvons communiquer, d'une part parce que nous n'avons plus notre chapeau officiel de fonctionnaire, nous avons une liberté d'expression qui n'est pas donnée à tout le monde, mais surtout parce que nous sommes en mesure d'expliquer ce qui n'est pas dans les livres, ce qui n'est pas dans les manuels. D'accord. Ce côté pratique de la vie internationale et des professions que nous avons exercées, ce traitement des questions qui n'est pas expliqué dans les manuels pour diverses raisons que vous pouvez vous imaginer. Et ça, les étudiants sont très friands. Ils veulent aussi connaître un petit peu nos parcours individuels pour savoir vraiment au niveau personnel comment nous avons vécu ces professions et nos belles et mauvaises aventures dans ces parcours. Nous avons des dialogues intergénérationnels aussi que nous avons institués il y a déjà plus de 2 ans. Nous les avons transformés en dialogue intergénérationnel annuel, c'est-à-dire il y en a un par an qui est notre grand événement, si je peux dire, parce qu'il demande tout de même presque 6 mois de préparation. Oula. Et donc, il s'ajoute aux petits événements, petits, je veux dire, ceux qui sont, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, à la demande d'un professeur, occasionnellement. Alors, ces dialogues intergénérationnels, le premier a été en octobre 2018 pour célébrer notre 10e anniversaire. Donc, l'association fêtait ses 10 ans d'existence et nous les avons fêtés autour d'un sujet qui nous paraissait suffisamment complexe, mais aussi représentatif de nos convictions. Ce sont les objectifs de développement durable. Les ODD. Donc, voilà, les ODD. Nous avons pris les de nouveau, pas du point de vue officiel, nous n'allons pas répéter ce que disent les organisations, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de les voir, voilà, de nouveau, de notre point de vue, qui n'est pas forcément conforme à la version officielle, et surtout pour faciliter ce dialogue entre les générations, et comme je le disais également, le dialogue entre nous et la communauté genevoise, qui n'est pas forcément initiée à ce genre de sujet. Bien sûr. Donc, il s'agissait également de leur expliquer quelque chose qui, parfois, très souvent, est presque nouveau hein, pour le public en général. Ce dialogue intergénérationnel sur les ODD a eu lieu au Palais des Nations. Bon, évidemment, nous avons un accès un peu privilégié à cette grande maison. C'est évident que nous avons les portes ouvertes, nous avons toujours nos contacts là-bas, nos collègues sont là-bas et nous sommes partie de la maison aussi, même du point de vue officiel, puisque nous avons un statut d'observateur parmi les organisations non gouvernementales accréditées auprès des Nations Unies. Mais ceci dit, disons, la logistique également est facile, relativement facile pour nous, puisque nos collègues sont sur place et le dialogue a donc fait partie des activités du Palais en octobre avec l'appui de l'Office des Nations Unies à Genève officiellement. Nous avons eu environ 300 personnes dans la salle, toutes générations confondues et toutes caractéristiques, si je peux dire, confondues. Et alors, bon, on a répété l'expérience puisque ça a bien marché. Et alors ensuite, on a eu 2 autres dialogues intergénérationnels, un sur la question de genre. Oui. Là aussi, évidemment, je crois que c'est un sujet qui se prête énormément à un dialogue entre générations, mais aussi entre personnes de cultures différentes, ce qui est aussi intéressant. Et ensuite, il y a eu en novembre dernier un 3e dialogue intergénérationnel sur quelque chose d'un peu plus particulier. C'était les 100 ans de la fonction publique internationale. Ça fait 100 ans que nous avons une organisation internationale depuis la Société des Nations à Genève, justement. Et c'est donc les 100 ans de cette invention, de cette profession de la fonction internationale que nous voulions célébrer, mais aussi critiquer et la regarder de nouveau avec des perspectives différentes. Donc la question de base était, est-ce que la fonction publique internationale peut être neutre et indépendante? Point d'interrogation. Voilà. Et alors maintenant, nous préparons notre 4e dialogue intergénérationnel qui aura lieu en novembre de cette année, ici à Genève. Le sujet tourne autour de la mobilisation de la société civile. Est-ce que la mobilisation est utile ou pas? Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça porte à des changements au niveau des décideurs politiques?
Et pour cela, pour répondre à cette question, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller dans les rues, en quelque sorte, nous avons pris 3 sujets qui sont évidemment aussi bien nationaux qu'internationaux. Les inégalités socio-économiques. Je crois qu'il n'y a pas de sujet plus pointu, plus actuel si j'ose dire. dans le monde entier en plus. Le deuxième, c'est de nouveau les questions de genre, du point de vue de la discrimination de genre. Et le troisième, c'est évidemment, de nouveau, question à la mode, les changements climatiques. Les changements climatiques, très bien. Donc, dans ces 3 domaines, est-ce que le fait de descendre dans la rue ou bien de se mobiliser sur les médias sociaux, mais est-ce que ça porte à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et si oui, de quelle façon? Est-ce qu'il y a des belles histoires d'influence des citoyens sur les décideurs qu'on peut partager, ou bien au contraire des expériences qui pour l'instant n'ont pas abouti? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Alors voilà, ça c'est un peu le dialogue que nous allons avoir. De nouveau, il est intergénérationnel bien entendu, puisque ce sont surtout des jeunes qui descendent dans la rue, mais pas seulement. Il y a également des associations de seniors, même ici à Genève, qui descendent dans la rue. Et puis aussi, il est de nouveau un dialogue entre les internationaux qui voient ces sujets du point de vue global et les Genevois, ou disons les locaux, qui ont des fois des perspectives micro, mais qui doivent se complémentaires avec les macros. Absolument, oui, tout à fait. C'est une perspective effectivement légèrement différente, oui. Alors, pour compliquer les choses, parce que nous ne faisons rien qui soit simple, à l'image des Nations Unies, n'est-ce pas? Nous sommes compliqués par nature, mais nous essayons de voir la complexité des sujets, de ne pas rester au niveau simple, si vous voulez. Alors, nous préparons chacun de ces dialogues par un sondage en ligne, anonyme, mondial, avec nos partenaires, qui sont les associations des jeunes ou des seniors, par exemple la plateforme des aînés à Genève, etc. On utilise les réseaux sociaux de chacun, donc les réseaux de chacun, pour divulguer et utiliser un sondage en ligne préliminaire, anonyme, qui permet de sonder l'opinion bien au-delà de la zone genevoise, au niveau mondial, quelle est l'opinion sur ces questions que nous sommes en train de traiter au niveau du dialogue. Donc ce sont des éléments d'information qui, en amont, préparent les panels de discussion. Donc les panels se basent également sur la température qui a été prise un peu dans le monde entier autour des sujets que nous sommes en train de discuter. Ça prend de l'ampleur. Par exemple, pour le premier sondage, nous ne savions pas très bien quel allait être l'impact, et bien pourtant nous avons eu 67 pays qui ont participé. Le sondage est fait évidemment dans les 3 langues, anglais, français, espagnol. Et ça nous a permis tout de même, avec 67 pays, d'avoir des visions assez différentes. On était assez surpris, mais c'était très enrichissant, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu faire uniquement dans une communauté uniquement européenne. Même. Bien sûr, effectivement. On tient également à avoir la vision des pays en développement. C'est dans notre nom, Association des anciens fonctionnaires pour le développement. Donc, on tient beaucoup également à cette dimension en comparaison à celle des pays riches. Alors voilà là où nous en sommes pour l'instant. Je crois qu'on est assez satisfait de notre impact. Les réactions de notre public de tout âge sont toujours en général très positives parce qu'il n'y a personne, en tout cas au niveau des associations, qui s'occupent de ces dimensions. Et c'est un peu comme si on remplissait une sorte de déficit. Et il est très bienvenu. Et puis nous aussi, nous sommes ravis de pouvoir de nouveau partager ce que nous avons appris avec tout le monde. Sans arrogance, au contraire, sur un mode d'écoute et de dialogue. Exactement. Ce que je retiens vraiment de cet entretien, c'est l'intergénérationnel en fait. C'est vraiment, vous êtes au cœur avec l'intergénérationnalité, l'apprentissage la transmission du savoir. C'est ce que je retiens effectivement là. Absolument, oui. Et de nouveau, ce n'est pas le savoir du point de vue académique, c'est surtout le savoir du praticien, de celui qui était dans la cuisine et qui a mis la main à la pâte et qui ne va pas répéter ce que les manuels théoriques ou les professeurs d'université peuvent transmettre. Il ne s'agit pas de les remplacer, il s'agit d'aller plus loin avec une autre dimension. Exactement, avoir une dimension plus pratique, je vais dire, oui. Absolument, oui. Très bien. Exactement. Alors, la seconde question que j'aimerais vous poser, c'est avec le Covid-19, quel a été l'impact, je vais dire, de la pandémie du Covid-19 sur la Genève internationale? Bon, le premier impact, je pense que vous le savez, il est évident, c'est que le confinement a empêché
le déroulement normal, traditionnel des réunions internationales et a changé vraiment la modalité. Et même, je pense qu'on a été tous surpris parce que dans notre monde de la diplomatie multilatérale, on est tellement habitué à avoir une salle de réunion où il y a X quantité des fois 300, 500 personnes dans une salle avec des micros et la dynamique de la réunion tourne autour de cette présence physique. Tout à fait. Parce que ça fait partie, bon, ça a toujours été comme ça, voilà, tout simplement, on ne s'est jamais posé la question, est-ce que ça peut être différemment? Ça n'a jamais été différent. Et tout d'un coup, on a découvert que cette dynamique pouvait se faire avec les changements du cas sur un écran d'ordinateur avec des petites boîtes où à chaque boîte correspond à un délégué ou disons un protagoniste de la discussion multilatérale. Évidemment, ça, oui, il fallait s'habituer au début, c'était pas facile du tout. Parce que dans une salle de réunion, il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne voyez pas, disons qu'ils ne sont pas très visibles. C'est par exemple le body language. Le langage du corps fait également partie du dialogue qui a lieu au niveau multilatéral. Les négociations. Et beaucoup plus qu'au niveau bilatéral d'ailleurs. Hein. Et puis, il y a donc l'interaction dans une salle entre délégués qui sont des fois assis à quelques mètres de distance. Évidemment, ça, on ne le voit pas sur un écran. Ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas ce genre de communication. Il y a eu même des réunions du Conseil de sécurité à New York virtuelles, donc à travers Zoom. Ça aussi, on pensait que ce n'était pas possible. Et oui, c'était possible. Mais vraiment, il faut se remettre dans cette mentalité où l'écran, il ne faut pas le considérer comme un obstacle, mais comme un moyen, un pont de communication. Il faut s'y faire. Ce n'est pas facile du point de vue des langues, évidemment, parce qu'il faut se rappeler que tout de même, aux Nations Unies, par exemple, nous avons 6 langues officielles, donc toutes les réunions. Voilà, ça implique 6 cabines d'interprétation qui interviennent en même temps. Et évidemment, ça sur un écran, quand vous êtes 20 personnes, par exemple, même si ce n'est uniquement 3 ou 4 langues, ça ne joue pas. Le jeu de l'interprétation ne fonctionne pas. Donc là aussi, il faut s'y faire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et on peut, bien entendu, techniquement, on peut introduire l'interprétation, mais ça complique du point de vue de la transmission ensuite. Et ce n'est pas aussi immédiat qu'avec un micro et un casque où vous avez tout de suite l'interprétation dans les oreilles. Enfin, des complications techniques qui ne sont pas évidentes, mais c'est faisable. C'est faisable, ce n'est pas impossible. Et puis, bon, je dois dire qu'à part ça, ça a changé aussi les calendriers. Parce que plus on passe du temps devant un écran, une réunion Zoom, plus on complique l'agenda des réunions. Parce que ça prend beaucoup de temps. Pas tellement pour les réunions formelles où il y a disons, des ordres d'intervention et des temps d'intervention qui peuvent être plus ou moins gérés, mais au niveau, par exemple, des réunions du travail du secrétariat. J'ai des collègues, bon, pour nous à la retraite c'est facile, mais pour ceux qui sont dans les bureaux en train de continuer leur vie quotidienne, les réunions qui avant dans une salle prenaient uniquement, je ne sais pas moi, une demi-heure, maintenant, eh bien, il faut penser à 1 heure. Et donc, ça aussi, ça alourdit un peu le fonctionnement du travail quotidien. Mais de nouveau, ce n'est pas impossible, on y arrive, il faut s'habituer, il y a des pratiques à mettre en place, de nouvelles disciplines à mettre en place. D'accord. Puisqu'on parle de nouvelles disciplines, est-ce que vous pensez que cette façon de travailler, par exemple avec Zoom ou le travail à distance, est-ce que vous pensez que ça va se développer, que ça va au moins rester ou c'est quelque chose qui va se développer certainement dans la mesure où de plus en plus de personnes qui n'avaient pas l'habitude de l'utiliser ont pu voir que oui, ça fonctionne et que ce n'est pas idéal, mais on peut résoudre pas mal, par exemple, de missions ou de réunions qui au lieu d'être physiquement indispensables, peuvent être virtuellement un bon remplacement. Ce qui ne peut pas être, je pense, à mon avis, développé, c'est les missions sur le terrain,
surtout dans certains domaines. Bon, l'humanitaire, il est évident que c'est exclu. Il ne s'agit pas de faire des missions humanitaires avec un Zoom, ça, pas question. Impossible, Donc, tout il faut à fait. oublier des domaines complets où la gestion d'un camp de réfugiés ne se fera jamais par Zoom. Voilà, ce genre de questions, il faut les oublier, les mettre à côté, et c'est pas là qu'on va développer quelque chose. Mais pour des échanges, par exemple au niveau des chercheurs qui ont besoin d'échanger des papiers ou des connaissances ou des statistiques ou quelque chose qui n'a pas besoin d'un laboratoire, par exemple. Ou le virtuel, oui, peut être une bonne solution. De nouveau, ce n'est pas idéal, mais certainement, oui, ça va se développer dans ce sens-là, sûrement. Très bien. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les 6 langues officielles des Nations Unies pour nos auditeurs qui ne les connaissent peut-être pas forcément? Alors, l'anglais et le français, bien entendu, qui ont été depuis toujours les deux piliers du point de vue linguistique depuis la Société des Nations. Mais on s'était arrêté là au niveau de la Société des Nations. Avec la Charte des Nations Unies en 1945, on a ajouté l'espagnol, puisque même au moment où la Charte a été signée à la conférence de San Francisco, il y avait toute l'Amérique latine qui était déjà indépendante à l'époque. Et donc l'espagnol a dû être ajouté pour des raisons évidentes comme langue officielle, au même titre que l'anglais et le français. Et puis, bien entendu, également en 1945, on a ajouté, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer, le russe et le chinois, membres permanents donc du Conseil de sécurité, et l'arabe pour des raisons aussi de population, d'importance démographique au niveau de la planète. Donc voilà les 6 langues officielles. Toutes les réunions et tous les documents officiels sont traduits dans les 6 langues. Mais les langues de travail, donc celles qui sont utilisées le plus fréquemment au niveau du travail quotidien, si vous voulez, des secrétariats, donc les langues de travail, littéralement, c'est l'anglais et le français. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à préciser peut-être dans le cadre de cet entretien? Écoutez, je pense que notre association Grace Cells est là en ce moment, dans cette phase de post-pandémie, parce que je vois déjà qu'on est à peu près en train de sortir du tunnel, hein, avec des différences de calendrier, mais bon, on voit déjà la fin de la pandémie, et même, heureusement, on est en train de se préparer à la suivante, mais cette fois, on est bien armé, enfin, on devrait être mieux armé que cette fois. Dans cette phase post-pandémie, le système international a changé, pas radicalement. Le système des organisations internationales, donc le multilatéralisme, a aussi changé, mais pas radicalement. C'est-à-dire, nous n'avons pas eu une guerre où il y a eu destruction physique. Nous ne sommes pas en 1945, nous ne sommes pas à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, nous ne sommes pas à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc, il n'y aura pas une nouvelle organisation internationale au sens où elles avaient été créées à ce moment-là suite à la destruction, à la dévastation de ces deux conflits. Cependant, il y a des changements, mais ces changements qui sont produits par la phase post-pandémie sont plus graduels. On va les sentir petit à petit. Par exemple, la prise de conscience que le changement climatique est lié à la propagation du virus. C'est un sujet que même si scientifiquement, ou certains chercheurs le connaissaient avant, c'est maintenant qu'il est dans les nouvelles, sur les journaux, on en parle. C'est-à-dire c'est devenu un sujet, je ne dis pas connu, mais enfin il est déjà au niveau de l'opinion publique et il n'aurait pas été là si la pandémie n'était pas venue. Il y a également toutes les questions de solidarité et de coopération internationale qui sont maintenant sur la table. Je pense à l'OMS, par exemple. Tout ce qui concerne la coopération au niveau sanitaire, au niveau des politiques de santé publique nationale et internationale. Là, de nouveau, s'il n'y avait pas eu une pandémie de ce genre, ce sujet serait passé un petit peu sous silence, alors qu'il est absolument fondamental. Je pense d'ailleurs, petite note en bas de page, en ce moment où l'OMS est particulièrement critiquée et attaquée par certains que je ne vais pas mentionner, je pense qu'il est temps justement, heureusement, de remettre son mandat sur la table et de la renforcer. Nous avons besoin de plus d'OMS et non pas de moins d'OMS, de plus de régulation sanitaire internationale et sincèrement mise en application avec des délégations de souveraineté, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est pour ça que nous sommes maintenant, en ce moment, en train de gérer une crise qui nous a pris par surprise, ce qui n'aurait pas dû être une surprise. Voilà. Beaucoup de questions de ce genre donc, sont presque toutes fraîches maintenant.
sur la table à cause du choc de la pandémie. Il y a par exemple également la question de la distribution des vaccins. D'ici quelques mois, nous aurons un vaccin contre le Covid-19. C'est sûr, scientifiquement, c'est faisable, on le sait déjà. Et justement, aujourd'hui, nous sommes le 4 juin, à Londres en ce moment, il y a un sommet international de l'Alliance basée à Genève des vaccins internationaux avec les grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, plus l'OMS, UNICEF, la Banque mondiale, plusieurs gouvernements, aussi bien de pays en développement que de pays riches. Et autour de cette table, on va aujourd'hui finaliser un accord pour le financement d'un vaccin qui soit distribué à toutes les populations, surtout les populations les plus vulnérables, tout d'abord, dans des conditions financièrement accessibles à tout le monde. Voilà, c'est ce genre de questions qui n'auraient jamais été à la une si le choc ne nous avait pas mené là. Donc, il y a tout de même des résultats un peu, je ne veux pas dire positifs du virus, bien sûr que non, mais positifs de l'impact, oui. Mais de nouveau, ce sont des changements graduels. Il ne faut pas s'attendre à des révolutions au niveau de la structure de la gouvernance internationale du jour au lendemain. Enfin, voilà. Et il n'y a pas de plan encore cohérent, mais on espère avancer tout de même dans une direction de progrès multilatéraux. Alors, très bien. Je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous.